Merci beaucoup Mehdi. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Dorothée Berthenhoff, qui est donc à l'université de Marbourg. Elle est titulaire d'une maîtrise en français, italien et de littérature allemande de l'université de Marbourg et enseignante-chercheuse également à l'Institut de philologie romane. Elle prépare une thèse de doctorat qui s'intitule La banlieue dans la littérature française. Et elle va nous parler donc, à l'encontre d'une communication à ce titre, à l'encontre de l'opinion véhiculée par les médias, perspective de la littérature issue des banlieues. Merci. Merci pour cette présentation et un grand merci aux organisatrices, surtout à Christina et Juliette. Je suis très contente de pouvoir faire cette communication aujourd'hui et surtout dans cette salle magnifique. Ma communication a pour titre l'image véhiculée par les médias, une perspective de l'intérieur, la littérature issue du banlieue. Pour l'analyse, j'ai choisi 3 textes. Bunker de Rachid Jahdani de 1999, Du rêve pour les autres de Faiza Ghem de 2006 et Dit violent écrit par Mohamed Razan de la même année, donc 2006. D'abord, je vous présente la structure de ma communication. Voilà, donc c'est 2 grandes parties. La première s'intitule Un jeune au chômage criminel et désespéré, une comparaison de l'image véhiculée par les médias dans la littérature. Et après, je vais analyser les faits et événements présentés dans la littérature, la perspective de l'intérieur et la valeur de la littérature et des espaces imaginatifs. Et la deuxième partie a pour thème les médias et le rapport média-banlieue dans la littérature. Et puis, un petit résumé. La question fondamentale est une question que je me suis posée bien avant cette conférence, comme j'ai parfois eu l'impression que ces romans soutiennent l'image véhiculée par les médias. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette impression? Sur le niveau de l'histoire, alors selon Genette, il y a certains faits et événements qui ont un lien direct avec l'image stéréotypée. Dans Dit violent de Mohamed Razan, nous avons fait avec Mehdi, un jeune de 8 ans, fils unique d'immigrés maghrébins. Il a subi une enfance très difficile car son père était extrêmement violent et sa mère souffre depuis longtemps d'une dépression chronique. Mehdi n'a pas fait connaissance de l'amour ni de l'empathie. À l'âge de 14-15 ans, il tabasse son père à mort et il est condamné à une peine de 8 mois de prison. Il est devenu très violent lui-même. Au collège, à la 4e, il ne comprend plus rien et il quitte l'école. Sans emploi, il a bien sûr très peu de moyens financiers. Il gagne parfois un peu d'argent en tant que prostitué. Il est entouré de personnes malheureuses. La plupart sont au chômage, les mariages ne fonctionnent pas, les désespoirs règnent dans sa cité. Son meilleur ami devient victime d'un acte de vengeance d'une bande en nid et Mehdi, il veut venger son copain. Il veut abattre cette bande et commettre un massacre. Et le roman, il se termine là. Donc, on ne sait pas s'il va commettre ce massacre, à mon avis, oui, parce qu'il est dans un état de transe. Donc, il ne aperçoit plus son entourage. Dans le roman Bunker, nous avons un autre jeune protagoniste et moi narrateur du nom de Yassat. Comme Mehdi, il est aussi au chômage et à son âge de 21 ans, il n'a pas pu accumuler des expériences professionnelles. À l'âge de 16 ans, il a quitté l'école. Sa situation familiale est difficile. Son père est violent et dominateur. Son frère aîné était dealer, puis gigolo. Son petit frère, toxicomane, est mort d'une surdose. Il n'a pas de moyens financiers. Pour un vol d'un vélo, Yass a été arrêté par la police. Après ces 2 exemples écrits par des romanciers masculins et racontés par moi, narrateur masculin, nous allons regarder de plus près le deuxième roman de Faiza Ghem, Du rêve pour les autres. La protagoniste, Alem, est âgée de 24 ans, elle est née en Algérie, elle est sans emploi fixe. Elle a déjà eu beaucoup de petits boulots comme serveuse, vendeuse, et comme dans les autres exemples, ses moyens financiers sont très limités. À l'âge de 16 ans, elle a arrêté l'école.
Au supermarché, il lui arrive de voler, donc parfois des disques, un carnet. Mais contrairement au protagoniste masculin, elle porte la responsabilité de sa famille. Alors son père est malade et elle a un frère mineur de 15 ans. Comme sa mère elle est morte, elle porte toute la responsabilité pour le ménage aussi. Alors, nous avons pu constater que certaines caractéristiques utilisées par les médias pour décrire des jeunes de banlieue sont aussi présentes dans la littérature. Échec scolaire, sans emploi, situation familiale difficile et une tendance à la criminalité. Mais bien sûr, la littérature ne consiste pas uniquement de quelques faits. Dans les textes présents, les événements sont liés les uns aux autres et expliqués. Donc, il y a une certaine psychologisation. Et on peut y trouver des choses, des idées qui ne se laissent pas, bien sûr, intégrer dans cette image stéréotypée. De plus, comme il s'agit des focalisations internes, alors des perspectives de l'intérieur, et des narrations autodiégétiques, nous avons accès aux pensées des narrateurs, à leur conception du monde, à leurs pensées et sentiments, et à leur déception et espoir, à leur rêve. La perspective de l'intérieur. Donc les exemples qui montrent cette perspective de l'intérieur sont nombreux. Et ils permettent au lecteur de s'approcher à la compréhension de la situation des personnages fictifs. Et à travers cela, il pourrait, j'utilise le conditionnel, il pourrait aussi s'approcher à une compréhension plus globale du banlieue. Dans les deux premiers extraits choisis, Yas de Bunker essaye de tuer le temps. Il n'a rien à faire, il ne sait pas du tout faire quoi avec son temps, il ne sait pas où aller. Je cite. Maintenant, tout est revenu à la normale. Je suis posé sur l'un des bancs qui est hors mon quartier, je regarde le temps passer. Ce matin, je me suis évadée de mon lit avant que le daron me surprenne dans mon sommeil. Il me faut absolument trouver un job. L'exemple numéro 2. J'aurais aimé faire un baby-foot au local des jeunes. Le maire l'a supprimé. Il pensait que ce n'était pas un lieu de loisir, mais un lieu d'échange, pour ne pas dire un lieu de deal. Le problème principal d'Yazat, c'est son état de chômeur. Il se sent piégé et il ne sait pas comment s'en sortir. Sans expérience professionnelle, aucune entreprise ne le veut embaucher, mais si personne ne l'embauche, jamais il n'aura de l'expérience. Un autre exemple, voilà, ça c'est l'exemple suivant. Donc, depuis que j'ai arrêté les cours de l'éducation nationale, ou depuis que les cours de l'éducation nationale m'ont saqué, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de bosser. Pas assez d'expérience, comme disent les boss, tu parles, ils te donnent pas ta chance et ils te chantent tout son cœur à l'expérience professionnelle. Depuis toujours, Yas a voulu écrire, et c'est grâce à un carnet offert par sa sœur qu'il se lance finalement dans l'écriture. Avec l'écriture, alors s'il réussit son bouquin, il veut se payer un gymnaste pour pouvoir entraîner son corps, trop maigre selon lui, et pour pouvoir quitter la cité pour affronter le monde extérieur comme il exprime. Cette importance du travail se retrouve aussi dans du rêve politique. Elle, Johanna, c'est une employée de bureau Implantarim, me propose un inventaire à Leroy Merlin vendredi prochain de la soirée. J'ai dit oui sans la moindre hésitation. J'ai tellement besoin de travailler que je pourrais accepter presque n'importe quoi. Je sors de là, très satisfaite, preuve qu'il m'en faut plus. Donc, le prochain, je le sauve. L'extrait suivant a pour thème l'environnement social d'Alem. Elle observe les autres passagers lors d'un voyage dans le RER. Elle ne voit que des visages tristes. Cet environnement a un effet physique sur elle. Elle a l'air d'étouffer. Je suis donc forcée d'éteindre la barre du wagon. Il m'enterre, ce RER. On me pousse, on me presse. Le train transpire et moi, je me sens étouffée par toutes ces silhouettes tristes qui cherchent un peu de couleur. On dirait que le souffle de toute l'Afrique ne leur suffirait pas. Ce sont des fantômes. Ils sont tous malades, contaminés par la tristesse.
Les autres exemples, c'est dit violent. Mehdi, le protagoniste narrateur, écrit sur sa relation avec la violence. Dans la première situation, c'est dans son contexte familial. Dans la deuxième, c'est le rapport violence-société. Le lecteur est impliqué dans les deux passages. La parole lui est adressée. Le narrateur crée une sorte de dialogue avec lui. Alors, je cite, « Il n'y a pas eu d'amour dans ma vie et je suis fatiguée de ma guerre. Je me souviens, comme si c'était hier, de la fois où j'y étais sérieusement traumatisée. J'avais alors 12 ans. Le daron venait d'être licencié. Il m'a fixé, puis il m'a crié dessus en me reprochant mon regard d'enfant effrayé. Le reste est sans commentaire, sauf qu'à un certain moment, le sang a giclé de ma tête. J'ai eu 10 000 frissons suivis d'un brouillard constellé d'étoiles pétillantes. Il m'est pénible de vous raconter tout ça, si bien que j'ai des larmes aux yeux, mais malgré la douleur et l'amertume qui encombrent dans ma gorge, il faut que je continue à raconter. C'est un besoin de me débarrasser en fait de cet amas de mots pénibles qui me brûle la bouche, de me racler la gorge et de cracher les morceaux indigestes. C'est depuis cette époque aussi que je fais cet horrible cauchemar qui ne peut toujours pas quitter les détails de minuit. Et la deuxième citation. Voilà. C'est le rapport violence-société. Cette citation, elle explique aussi le titre, parce que c'est un sens complet. On me dit violent, mais qu'est-ce que dit de ce système de merde dans lequel on vit? Un système qui compte parmi les premières puissances économiques du monde, tandis que dans mon immeuble HLM, c'est le tiers-monde, voire le quart-monde, plus de la moitié des parents sont au chômage. Et ce n'est pas violent ça? Et des juges qui expédient illico presque en taule, des gens qui n'ont commis que des petits larcins ou des 2 baraques de shit, ce n'est pas violent ça? Et comment parler de violence sans parler de la plus terrible, celle de notre système? Et merde, qu'ils aillent tous au diable, tous les bons haut-parleurs, tous ces discouristes, ces nantis, ces bonimenteurs, qui veulent te faire accepter ta condition de pauvre, t'étouffer, t'anesthésier en te parlant d'intégration, d'insertion professionnelle, de programmes presse ou de pas, d'éducateurs et d'assistantes sociales en tout genre et tout le tintouin de conditionnement dans la misère. Voilà, vous voyez bien, il est furieux. Alors, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, très clairement contre les clichés, donc c'est la valeur de la littérature et les espaces imaginatifs. La littérature et l'écriture sont présentes d'une manière double. Les narrateurs font des autocommentaires sur le processus de l'écriture. Ils expliquent les raisons pour lesquelles ils ont commencé à écrire. Yas, par exemple, il joue avec le lecteur, il le mène sur un faux chemin parfois, ça s'appelle métafiction. Secondo, on y trouve des textes poétiques, des poèmes, donc la littérature dans la littérature. Donc c'est un peu comme l'intertextualité, mais sans citer d'autres auteurs, c'est de la littérature écrite, voilà, par le narrateur, mais bon, pas toujours. Donc le premier exemple est pris de Bunker, je cite. Moi, mon poème, Gypsy me l'a offert après me l'avoir récité. Il est encadré dans ma chambre. Une fois qu'il enfile son uniforme, sa frousse se défile et il te file une fouille, même sur la présentation de tes pièces d'identité, inégare et voir qu'il imagine pour toi, derrière des barreaux parallèles et droits, et encore là se créer, garde si on veut, la haine de la police, de ton visage basané qui rêve l'égalité. Le poème est visiblement séparé du reste du texte. Encadré et centré, le sujet est un interrogatoire. Ce cadeau de Gypsy est si cher à Alias qu'il accroche au mur ce poème au rêve d'égalité. Dans Dit violent, Mehdi, le protagoniste,
Elle est de plus en plus torturée par une bestiole, il l'appelle comme ça, qui vit dans sa tête et qui exerce un pouvoir immense sur ses pensées, de plus en plus sinistres. Son amour Marie, alors Marie, elle est beaucoup plus âgée que lui, elle a 37 ans et elle est sociologue, qui a fait des études sur les jeunes qui font de la boxe. À Marie, elle est absente physiquement, mais très présente dans son monde intérieur. Dans ce poème, il s'adresse à Marie et le registre de langue change. Plus de mots en argot, ni en langage familier ou en berlan. Elle évoque un lieu où il veut aller avec elle, au futur, donc tout est écrit au futur simple. Il cherche le pays de la quiétude. Marie s'amuse. Donc ça ressemble un peu à un Posamunus. Donc je cite: à Marie, ma douce, mon absente, un jour, avec toi, je m'en irai vagabonder, loin de ce monde et ses turbulences. J'irai et je ne me soucierai de rien. J'irai errer loin là-bas, au pays de la quiétude. Palper des choses belles et pures, quitter cette conscience du souci, pour enfin flirter avec le sensationnel. Voilà, le poème, vous avez bien remarqué, il est structuré par une dichotomie forte. Alors, nous avons quiétude versus turbulence, souci versus les choses belles et pures. Donc, réalité contre souhait, contre rêve. Midi il aurait, et ça c'est la situation suivante, il aurait voulu hériter d'une âme de poète. Donc, oui, j'aurais voulu hériter d'une âme de poète. Ainsi, j'aurais pu rêver à de jolies choses, faire danser des mots, m'entretenir avec les muses, admirer les étoiles sans voir le temps s'écouler, deviner des formes dans les nuages et vivre légèrement sans vraiment prendre la vie des hommes au sérieux. Mais la vie ne m'a donné qu'amertume et souffrance. J'étouffe alors que je voudrais respirer. Je balade une tranche de tueur alors que je voudrais voir mon visage s'animer d'un agréable sourire. Alors nous avons là aussi bien sûr une structure de contraste. Là, voilà, une tranche de tueur versus un visage s'animer d'un agréable sourire, étouffé versus respirer. Donc, et après cette citation montre bien que la littérature, la poésie, ça semble être une vraie alternative au monde cruel de son entourage. Donc, si on a la poésie, si on a les beaux mots, on a accès au rêve. Sinon, voilà, ça c'est la première partie. Et maintenant, je passe à la deuxième. 5 minutes à peu près. Oui, sinon je peux. Oui. Allez. Alors, quelle est la place des médias dans la littérature analysée? Comment est décrit le rapport média-banlieue? Que pensent les protagonistes de la présentation des banlieues dans la presse française? Donc, j'ai choisi un extrait, oui, voilà, très intéressant, à mon avis. Donc, c'est relativement au début du roman, et ça a pour thème l'image que les médias veulent transmettre et la réaction des jeunes habitants de la cité. Je vous lis l'extrait qui est un peu long. Alors, la semaine dernière, un caravane de la Télou est venu demander aux jeunes qui tiennent les murs s'ils pouvaient leur poser des questions. Bien sûr, ils ont répondu enchantés. Les décors choisis n'étaient pas très originaux. L'interrogatoire se déroula dans les entrailles d'une tour. Les jeunes, pour soigner leur image, étaient dissimulés sous des cagoules afin de laisser paraître que leur regard, comme s'ils étaient métamorphosés en affiches de la haine. La mise en scène ne serait rien sans les joints au bec et les gros plans des seringues contaminantes, tous les clichés misérieux rassemblés pour le tout. Le cameraman de la Télou a même pensé à distribuer quelques 6 pour les bouches les plus pâteuses. L'alcool crache mieux que le verbion. J'ouvre les guillemets des premières questions. Qui parmi vous possède des armes? Qui vend de la drogue? Qui fait régulièrement ses prières dans des mosquées clandestines où règnent les membres du Fils et du Jihad? Et enfin, quels sont ceux qui ont fait de la prison? Je vous écoute. Aux premières questions, tous lèvent la main à question de cela qui fait concert, mais aux secondes, tous tapent le cameraman qui n'a pas senti le guet-apens se refermer. À base de gauche-droite sur la face,
et le balayage, le voyeur est chassé du quartier. La caméra, elle ouvre, est réquisitionnée. Dans ce passage, nous avons une double présentation des clichés. Donc, d'un côté, les clichés du caméraman sur les jeunes en banlieue, donc les narrateurs, comme j'ai souligné, de mise en scène, pour que les futurs spectateurs puissent confirmer l'image toujours transmise dans les médias. Les jeunes qui fument des joints, qui sont criminels, etc. De l'autre côté, nous avons les jeunes qui veulent confirmer l'image que non seulement les spectateurs ont d'eux-mêmes, mais l'image qu'ils veulent transmettre d'eux-mêmes en imitant les apparences connues grâce au film de la haine. Alors, il passe la pitié, gangster. L'origine du comique, alors pour moi, je trouve que c'est relativement comique. Ce passage se trouve dans l'ironie du narrateur et dans la réaction des jeunes et la naïveté du caméraman. Celui-ci ne fait que répéter des stéréotypes, mais quand les jeunes considérés comme criminels, alors qui parmi vous possèdent des armes, qui fait de la prison, il est surpris et désarmé, alors il n'a plus de caméra, il est surpris même si les jeunes ne font rien que ce qu'ils devraient attendre. Ok, bon, je saute les autres exemples pour le rapport média-banlieue et je lis juste mon résumé. Alors, une implication du lecteur, de l'autre, donc les dialogues construits par les narrateurs avec le lectorat, et une méthode innovative de réécrire les stéréotypes, comme le fait Jaïdani dans l'exemple que nous venons de découvrir, montre que la littérature des banlieues va bien loin de l'image véhiculée par les médias. Ces derniers se refusent à ouvrir les dialogues et se refusent à la polyphonie. Donc, et les romans, peut-être, je ne sais pas si c'est devenu clair, mais ils sont relativement polyphones. Donc souvent, il y a plusieurs voix narratives, même s'il y a une voix narrative dominante, et différents types de textes. Donc, souvent, il y a des lettres qui sont intégrées, ou comme on a vu en poème. Et polyphone aussi dans le sens de la richesse de registre de langage, comme on a vu dans le poème de Dorian. Pour conclure, donc je voudrais souligner que ces romans ne sont pas des romans de témoignage, on peut bien sûr les lire un peu comme ça, mais quand même c'est des œuvres d'art.